Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative citoyenne pour mettre à l'abri des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Bonjour Charlène Péculier. Bonjour. On va parler de ces violences dont le nombre de dépôts de plaintes était en forte augmentation en France en 2021, date des derniers chiffres officiels disponibles au moment où on se parle, en 2023. Tu nous diras le principe d'un abri qui sauve des vies, l'association que tu as cofondée, que tu présides. Nous verrons qui peut en bénéficier et comment aider si on est intéressé. Mais d'abord, tu le sais, dans Soluble, on apprécie toujours d'en savoir un peu plus sur le parcours de nos invités. Est-ce qu'on peut dire qu'avec toi, l'engagement n'attend pas le nombre des années Tu as 26 ans, je crois. C'est ça. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse de parler d'un abri qui sauve des vies dans le podcast. Oui, alors, il y a beaucoup de jeunes engagés aujourd'hui, malgré ce qu'on peut penser. Au contraire, il y en a plein. Et on est beaucoup dans l'association aussi. Et moi, mon parcours, il est plutôt dans le secteur public. Je suis adjointe au maire par ailleurs, déléguée au développement durable à Cesson, une petite commune de 11 000 habitants à côté de Melun, dans le 77 en Seine-et-Marne. Et puis ben, j'ai été plutôt attachée parlementaire. Je suis passée par l'Assemblée nationale. J'ai un profil de communication plutôt. Et aujourd'hui, je suis chargée de développement d'une autre association qui est sur l'insertion professionnelle qui s'appelle Inclusion. Voilà, maintenant, beaucoup plus un profil très associatif, très dirigé vers l'associatif. J'avais envie plutôt de me tourner vers ça. Et un parcours engagé, donc tourné vers l'intérêt général. J'en viens donc à ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est un abri qui sauve des vies. Le nom de l'association parle de lui-même. Tu dis que c'est un premier pas vers l'avenir. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de cette association? Alors, l'association Un abri qui sauve des vies, c'est la première association nationale d'hébergement citoyen pour les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Donc, concrètement, ce sont des particuliers qui peuvent proposer une aide, une mise en sécurité pour des personnes victimes de violences par le prêt, une mise à disposition gratuite d'une chambre chez eux ou d'un logement vacant. On accepte aussi tout ce qui est professionnel, hôtel par exemple, gîte. Voilà, on est large là-dessus, mais on est surtout sur des particuliers. Et on est la seule association qui a développé une expertise propre aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Il y a d'autres, je cite mes collègues, notamment de J'accueille, qui font de l'hébergement citoyen pour les réfugiés. Voilà, nous, on est sur les personnes victimes de violences. Alors, on parlait de la jeunesse et de l'engagement. À l'origine, c'était un projet étudiant. Oui, oui, il y a beaucoup de belles histoires comme ça. Et nous, on est un projet étudiant qui s'est monté pendant le Covid, enfin, pendant le premier confinement, qui à l'origine ne devait pas du tout se réaliser réellement. C'était un dossier à présenter sur une initiative solidaire pendant le confinement qui s'appuyait sur le numérique. Et en fait, on était 4 étudiants, et en présentant à notre promotion ce projet, il y a eu un engouement. Et cette réceptivité, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire réellement, puis l'envie de se sentir utile pendant le confinement aussi, de s'engager aux côtés d'autres personnes. Il y a eu quand même un gros élan de solidarité et de profiter justement de cette solidarité qui se mettait en place, de pouvoir l'organiser pour mettre en sécurité des personnes victimes de violences. Parce qu'il y avait aussi une hausse des signalements, une hausse, en tout cas, un sentiment de hausse des violences pendant le confinement avec cette promiscuité. Et donc, il fallait agir de toute façon. Et on s'est dit, mais les logements sont prêtés pour des soignants pour se rapprocher de l'hôpital. Sans doute qu'il y a quelque chose à faire sur la même philosophie pour des personnes victimes de violences avec tout l'accompagnement qui en découle derrière. Alors, tu employais le mot numérique, on parlera de toutes les modalités pratiques dans un instant, mais je crois aussi que les réseaux sociaux pendant le confinement, et notamment le réseau social Instagram, a donné un sacré coup de pouce à cette initiative. Oui, alors en fait, on a un petit peu inondé tous les créateurs de contenu Instagram quand on a lancé cette association, cette initiative solidaire, parce qu'à l'origine, elle devait pas dépasser le confinement et on s'est rendu compte de la portée et l'utilité de cette association. Mais à l'origine, en fait, on a
envoyé des messages tout simplement à des créateurs de contenu qui nous ont relayés très gentiment, qui avaient une grosse communauté. Et donc, ça a commencé à monter comme ça en quelques jours. C'était impressionnant. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on arrive à être aussi fort, aussi vite sur l'élan de solidarité, même si ça continue. Mais il y avait quand même le confinement qui portait tout le monde. Et donc, on a eu ce premier élan par les réseaux sociaux, qui est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on va travailler un peu plus fortement nos réseaux sociaux parce que c'est un canal très important pour nous. Mais aussi les médias traditionnels, finalement. En fait, je suis passée à Ça commence aujourd'hui, qui a bien voulu mettre en lumière un abri qui sauve des vies en mai 2020. Et pareil, je pense que sans Ça commence aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on en serait là aujourd'hui parce que ça a fait cet élan. Et la mobilisation citoyenne, de manière générale, demande une grosse communication pour pouvoir mobiliser les gens concrètement, les faire connaître l'initiative. Et donc, heureusement que cette émission-là nous a le relayé pour. Et ça, d'ailleurs, ça a participé à prendre la décision de dire, bah, il faut qu'on continue parce qu'on a eu tellement de sollicitations après qu'on s'est dit, mais on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Alors, ça commence aujourd'hui une émission de télévision en France. Alors, comme souvent, c'est des associations se créent. Alors là, tu as parlé de l'élan, c'est aussi qu'elles viennent combler un manque. Comment fonctionne habituellement l'accueil des personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales qui cherchent à quitter leur logement, ce qui est le premier pas vers l'avenir dont tu nous parlais tout à l'heure? Oui, pour nous, la mise en sécurité, elle est nécessaire. Alors, on aimerait beaucoup, comme tout le monde, que ce soit l'agresseur qui parte du logement. Ça, ce serait l'idéal, mais on se rend compte dans les faits que c'est difficile à mettre en place. Enfin, on peut pas toujours le mettre en place, et donc il y a besoin de cette mise en sécurité qui est le premier pas vers la reconstruction, qui est vraiment nécessaire pour au moins faire des démarches, essayer de même juste d'avoir un moment de répit. Qui est très important, parfois pour retrouver son logement et que l'agresseur parte. Donc ça peut être pour quelques jours, mais voilà, ce moment-là, il est très important. Et il est très important aussi pour pas qu'il y ait un retour chez l'agresseur. Donc, en fait, la prise en charge est très importante quand on sort des violences, pour pas que parce qu'il y a des femmes parfois où la prise en charge est pas forcément la bonne, adaptée, et donc le retour à domicile avec son agresseur est presque, elle lui semble moins pire. Vous imaginez, hein, moins pire que l'hébergement dans lequel elle est. Donc, il y a vraiment cette notion-là à avoir en tête. Donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne? On a le 115, tout simplement. On a des associations aussi, des stands sociaux qui ont des liens particuliers avec l'hébergement d'urgence, mais on va dire des particuliers peuvent appeler le 115 pour pouvoir être dans un centre d'hébergement d'urgence dans un premier temps. Et ce centre d'hébergement d'urgence, parfois il est pour tout public, je dirais, en situation de mal logement. Et parfois, il y a 10 000 places dédiées à peu près en France pour les femmes victimes de violences. Donc, c'est un peu la roulette. On peut tomber très très bien avec un super accompagnement, comme parfois on peut être. Il y a des conventions avec les hôtels, notamment l'État a conventionné avec des hôtels. Ça représente à peu près 50 000 nuitées par jour en France, quand même, l'hébergement d'urgence en hôtel. Et parfois, on peut mal tomber. Alors, il n'y a pas du tout une notion chez un Abrexo David de remplacer le centre d'hébergement, évidemment que non, ou de taper dessus, pas du tout. C'est complémentaire. Mais voilà, ça dépend aussi du type de public, ça dépend de la situation à l'origine, ça dépend du ressenti de la personne. Enfin, c'est bien d'avoir plein de solutions différentes pour adapter. Et dans le cas des violences conjugales, la fuite, si je peux dire, du foyer, même si elle est regrettable, comme tu le disais, ça devrait être l'inverse, c'est un moment particulièrement dangereux, particulièrement critique. Alors, évidemment, c'est facile à dire derrière un micro, mais lorsque c'est possible, il vaut mieux essayer d'avoir un plan en amont. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui sont concernées et qui nous écouteraient et qui donc pourraient avoir besoin d'avoir recours à vos actions? Oui, très bonne question parce que c'est toujours difficile. Euh, Il y a un maillage très important d'associations en France pour les femmes victimes de violences. En revanche, on ne sait pas toujours vers qui se tourner.
Euh, et est-ce qu'on se tourne d'abord vers la partie hébergement ou le suivi? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de ne pas trop se retrouver dans cette situation critique de partir quand l'agresseur est là. Ça, c'est super important de ne pas le faire, de ne pas quitter la personne frontalement. En fait, plutôt de préparer discrètement un départ qui soit dans des conditions les plus optimales possibles, c'est-à-dire quand l'agresseur n'est pas là. Et du coup, ça peut être bien d'aller voir déjà une association de proximité. Donc, il y a un site qui les référence qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui du coup recense géographiquement les associations. Donc, c'est bien déjà d'avoir un premier rendez-vous, de pouvoir parler, de pouvoir préparer les choses. Alors là, je parle dans une condition où il y a pas un danger de immédiat, hein. Je Mhm. parle aussi d'un danger immédiat. Il faut appeler la police, évidemment. Ça, c'est le premier point. Il y a le 3919 aussi qui peut aider à préparer, qui est du coup une écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est très important aussi. Mais voilà, préparer un petit peu les choses sans pour autant partir frontalement devant l'agresseur, parce que là, on peut avoir, même sur des situations où il n'y a pas eu de violence physique, mais seulement psychologique, il peut y avoir quand même des violences physiques à ce moment-là, et ça peut devenir très grave. Donc, ne pas se mettre en danger, surtout. Rassembler un maximum d'affaires, les papiers, enfin, tous les éléments. Et puis, et puis rassembler les preuves, ça me semble important. Donc, je conseille notamment Mémo de vie qui a été développé par France Victime, qui est en fait une plateforme numérique où on peut déposer des preuves. C'est sécurisé, hein, c'est fait exprès. Et on peut déposer des preuves, que ce soit des captures d'écran, des mots du médecin, le dépôt de plainte, tous les éléments qui peuvent aider après dans le parcours. D'ailleurs, en amont du dépôt de plainte, quand il n'y en a pas eu. Enfin, c'est important de garder ces preuves-là. Et puis après, voilà, vous pouvez contacter aussi un abri qui sauve des vies. On a un numéro de permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, qui est disponible sur notre site internet. Donc, il y a des moyens, enfin, il y a beaucoup de gens pour aider. Après, voilà, c'est comment je les identifie. Donc, arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est un super site pour ça. Et puis, voilà, préparer un peu en amont. Après, ils ont des réseaux, tous les assos ont les bons réseaux pour vous aider. Merci beaucoup. Je pense que c'était en effet important de le rappeler. On mettra dans la description de cet épisode tous les liens, toutes les informations que tu as évoquées. Je reviens au sujet de ton association, Un abri qui sauve des vies. Et on va voir un peu les détails à présent. Euh, alors, les bénévoles qui mettent à disposition leur logement, parce que c'est une mise à disposition gratuite de leur logement, vous les appelez des abritants. Alors, qui peut devenir un ou une abritante? Pour devenir un ou une abritante, il suffit de s'inscrire sur le site internet, mais ce qui est important du coup en amont, c'est d'avoir un endroit calme, meublé, enfin faut qu'il y ait quand même le minimum pour vivre quand c'est un logement vacant, je parle. Sinon, ça peut être une chambre dans un appartement, une maison. Pour quelques nuits seulement, ça peut être aussi un canapé dans une pièce à vivre. Alors c'est un peu moins d'intimité, donc c'est pour des durées très courtes, mais ça peut quand même servir. Et donc après, il suffit de s'inscrire sur le site internet qui n'engage à rien hein, quand vous vous inscrivez. Ça permet après d'avoir un lien, de prendre contact, de répondre à vos questions, de vérifier les choses avec vous si le cadre est OK. Donc après, on fait une vérification de pièce d'identité. Il y a une signature d'un contrat de confidentialité qui se fait très très facilement en ligne, qui permet enfin, c'est simplement pour éviter que l'adresse, enfin de la divulgation d'informations. Hein. L'idée, c'est de pas crier sur tous les toits que vous avez telle personne chez vous. À ce moment-là, si l'agresseur la prend par le bouche à oreille, c'est pas terrible. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'on met en place. On met en place en fait tout le cadre juridique qui est important et tout le suivi aussi de l'hébergement parce qu'il suffit pas de mettre en relation et dire bah voilà vous allez avoir telle personne chez vous. Ça se passe pas comme ça évidemment, c'est pas il y a des étapes et puis surtout on fait un suivi, on vous laisse pas tout seul face à votre engagement. Oui, parce que la question de la confiance, et encore plus lorsqu'il est question de logement et dans ces sujets, est importante. Alors, comment vous vérifiez, allez dire, la probité des abritants?
Alors c'est par déjà le premier appel qui permet de vérifier les motivations. Alors les motivations, je vous rassure, on n'a pas eu des choses glauques. Donc vérification de motivation, c'est voir si la personne elle comprend bien dans quoi elle s'engage, enfin sur quoi elle s'inscrit. C'est-à-dire on n'est pas, c'est pas une aide ménagère. Je cite ça parce qu'on a eu l'exemple de temps en temps. C'est pas une aide ménagère pour chez vous, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment accueillir avec bienveillance une personne qui est victime de violence, pouvoir lui donner un cadre. Voilà, sain. Et puis, c'est pas d'accompagnement psychologique ou social derrière, hein. C'est pas du tout ça qu'on demande aux abritants. C'est vraiment accueillir avec bienveillance. Donc, on vérifie ça. Et puis après, la pièce d'identité, c'est une vérification qui se fait en visioconférence, qui permet aussi de voir la personne, d'avoir un petit échange. Voilà, donc c'est à la fois assez simple parce qu'on voulait pas rajouter un administratif trop important, mais assez sécurisé pour que on soit sûr de des motivations et de ce qui va se passer par la suite. Euh, donc voilà, c'est pour le coup ce cadre-là, pour l'instant, est suffisant et permet quand même de voir un minimum la personne. Il n'y a pas une vérification du logement sur place parce que ça demanderait beaucoup d'organisation et des bénévoles partout. Et puis du coup, on est quand même sur des situations d'urgence majoritairement, donc on pourrait pas le faire systématiquement. Et puis il n'y a pas un besoin particulier là-dessus. Enfin, on a fait 130 hébergements d'urgence. On Mhm. sait maintenant quelles sont les Évidemment, priorités. évidemment, les personnes abritées sont à même de juger aussi par elles-mêmes. Il y a une convention qui est signée, un Mm. contrat sur place, un petit peu comme quand on prend un logement. Y a-t-il des conditions à respecter afin de bénéficier de ces abris? Il faut être majeur? Alors oui, effectivement, il faut être majeur. Alors, on peut accueillir une femme avec ses enfants, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, un mineur seul, c'est pas possible pour des questions d'assurance. Une personne qui serait en situation irrégulière sur le territoire ne pourrait pas aussi être abritée pour des raisons également d'assurance. Alors, les personnes étrangères, il n'y a pas de souci, évidemment, tant qu'elles sont en situation régulière. Après, on va éviter tout ce qui est troubles psychiatriques qui pourraient mettre en danger ou se mettre même en danger soi-même. Les troubles, enfin tout ce qui est alcoolémie et puis tout ce qui est drogue aussi, on évite pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est normal. Euh, donc on a quand même des prérequis assez évidents, basiques, je dirais, parce que pour que l'hébergement se passe bien. Et après, ben, le suivi permet aussi d'identifier des choses. Enfin, le fait à la fois on suit la personne l'abritée et l'abritant, ça permet quand même de bien identifier s'il y a des problématiques, sachant qu'on est sur des hébergements en moyenne courts de 15 jours. Donc, c'est quand même, c'est relativement court. Ça permet, enfin, on veut pas laisser les gens pendant des mois et des mois chez quelqu'un. C'est absolument pas confortable pour personne. C'est pas le but. Le but, c'est qu'elle retrouve aussi sa vie. Alors je dis elle, on est aussi sur des personnes, on est aussi sur des hommes qui sont victimes de violences en très petite minorité, mais on a voulu être universaliste parce que on a aussi parfois des violences intrafamiliales où c'est une personne LGBT, un homme LGBT qui va du coup être victime de violences parce qu'il y a une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée par la famille. Et donc voilà, on a tenu aussi d'être très universaliste là-dessus et de pas rester que sur des femmes victimes de violences parce qu'il y a des hommes aussi. Un accueil inconditionnel, même s'il y a des prérequis, évidemment. Alors l'association a déjà un impact important dans le monde réel, même si on a parlé de numérique et de mise en relation à distance. Vous avez publié votre bilan d'impact. Alors quels sont les grands chiffres à retenir? Bah, c'est surtout qu'en 2022, on a fait quasi 3 fois plus d'hébergements qu'en 2021. Parce qu'on y allait aussi petit à petit. L'idée, c'était d'expérimenter le modèle. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de développement parce qu'on a fait le tour de la question. Il y a encore des éléments à travailler, mais globalement, le cadre, il est là et l'expertise, elle est là. Donc maintenant, on est plutôt dans une phase de développement. Après, sur les chiffres, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de retour à domicile ou très très peu, et plutôt sur du logement vacant. Mais nous, en tout cas, quand il y a une cohabitation,
Il n'y a pas de retour à domicile chez l'agresseur. Et je vous parlais au tout début de l'encadrement et le fait de suivre la personne. Parce qu'on dit souvent, j'ai eu la discussion récemment avec une présidente d'association, on dit souvent il faut 7 allers-retours entre l'agresseur et la sortie des violences pour que la personne elle prenne sa décision et qu'elle parte réellement. Et ce chiffre, il est complètement enfin, il n'a aucun sens parce que la personne, effectivement, la décision de partir est difficile à prendre, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un retour. En fait, souvent la raison du retour, c'est que, il y a quelque chose qui ne va pas dans la partie accompagnement. Et donc, enfin, on voit les bienfaits de cette cohabitation avec une espèce de famille d'accueil, en fait, hein, sans infantiliser, bien sûr, mais ce cadre bienveillant et le fait de ne pas être seul, ça permet quand même d'éviter le retour à domicile parce qu'on se sent soutenu et que les conditions d'accueil sont très bonnes et on n'est pas isolé socialement. Un logement vacant, par exemple, on le fait parfois, ça dépend aussi des personnes, on identifie aussi les besoins de la personne. Un logement vacant, on peut se retrouver très seul aussi, hein. Il peut y avoir cet effet-là, donc il faut faire attention aussi à bien identifier pour qui il y a un besoin. Sur les hôtels, sur les nuitées d'hôtel, c'est pareil, on peut se sentir très très seul. Sur le centre d'hébergement, on peut se sentir au contraire avoir trop de personnes qui sont victimes de violences et être enfermé dans ce statut de victime qui ne devrait pas être un statut du tout. C'est vraiment un état passager, même s'il y a besoin d'avoir une reconnaissance là-dessus, mais sur le fait qu'il y a effectivement victime de violence, mais c'est pas quelque chose à vie. Et donc il y a ce côté-là. Alors, c'est pas la solution miracle, on vend pas du tout ce côté-là, mais c'est une solution qui, pour certaines personnes, est vraiment, a vraiment des bienfaits très, très importants. Un abri qui sauve des vies. Alors, je suis sûr que parmi les personnes qui nous écoutent, certaines se disent, bon, alors je ne peux pas fournir d'abri, mais comment puis-je aider? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'aider votre association? Oui, bien sûr. Alors déjà en parler, je dirais, en parler, nous suivre sur les réseaux sociaux, pouvoir partager nos publications. On fait souvent des publications de recherche d'hébergement quand on a des besoins avec notre base de données. Parce que il faut savoir que les abritants sont libres de dire non, hein, évidemment, quand ils sont inscrits et qu'on les appelle. S'ils sont pas disponibles, ils ont même pas besoin de se justifier du fait de pas être disponibles. C'est normal. On est très souple là-dessus. Et d'ailleurs, pendant l'hébergement, s'il y a une contrainte familiale ou quelque chose qui arrive pendant l'hébergement, que la personne s'est engagée pendant 15 jours et dit, mais finalement, là, au bout de 3 jours, je suis désolée, alors ça arrive très peu, mais je suis désolée, j'ai un truc qui me tombe dessus, je peux pas garder la personne, on trouve une solution. Enfin, il y a vraiment un côté souplesse et on est là avec les abritants aussi, tout autant qu'avec les personnes victimes de violences. Il y a aussi la possibilité d'être bénévole dans l'association, parce qu'on distingue le bénévole abritant qui va être vraiment là pour héberger, et qu'on distingue des bénévoles qui participent au fonctionnement de l'association. Donc il y a le côté aide aux victimes, donc je vais aider des personnes victimes avec évidemment une formation en amont. Euh, je vais tenir la permanence téléphonique quand j'ai le temps. Il y a le côté, je vais organiser les hébergements d'urgence, donc je vais être en lien avec les abritants. On a des besoins aussi sur la communication. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire dans l'association qui seront... et d'autant plus à l'arrivée des Jeux Olympiques, j'en parle aussi. On a un gros projet qu'on va annoncer bientôt sur les Jeux Olympiques parce que on se fait contacter par des associations, par des mairies, par plein de personnes dans l'aide aux victimes qui nous disent ouh là 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 là, on va avoir un vrai sujet parce que les conventions entre les hôtels et l'État sont arrêtées parce que les hôtels reviennent à leur première activité, c'est-à-dire le tourisme. Donc on va avoir beaucoup moins de places. On a déjà perdu 5000 places là. Donc c'est énorme. Déjà que les hébergements sont saturés. Voilà, on se retrouve dans une situation encore plus critique. Et donc, ils se retournent vers nous en nous disant, bah, vous êtes sans doute une des solutions et qu'il faut qu'on ait en tête pour pouvoir voilà, faire le lien avec les personnes victimes de violences. Et donc, on a un gros projet qui ne comprend pas que ça, mais qui comprend une protection globale des familles victimes de violences. Et donc, on en parlera, je le tease ici, mais on en parlera bientôt. Et j'imagine aussi que vous faites appel à la générosité Oui, et aux c'est vrai dons. que je parle pas de dons, mais oui, il y a des dons aussi sur notre site internet. On peut faire des dons Voilà, qui que sont ça, déductibles des impôts. ça on a été super
complet. Merci pour tous ces détails et donc pour cette action qui est entreprise. On l'a pas dit si explicitement, mais partout sur le territoire français. On est national. Mm. Alors plutôt France métropolitaine dans un premier temps. Pour l'instant, les Outre-mer demandent aussi une attention particulière et un réseau particulier qu'on n'a pas aujourd'hui, mais on cherchera à se développer à un moment donné en Outre-mer aussi. Et on crée des antennes régionales. D'ailleurs, c'est notre stratégie de développement aujourd'hui. On est national, mais on va créer des antennes régionales et l'Île-de-France en premier lieu, parce que ça représente la moitié de nos situations aujourd'hui, pour pouvoir être au plus près des équipes locales aussi, enfin des équipes d'aide aux victimes locales. Voilà, un réseau et un abri qui sauve des vies. Alors, je le dis parce qu'on a été mis en relation grâce à cette émission par un autre réseau, The Sorority, une application gratuite d'alerte et d'entraide entre femmes et personnes issues de minorités de genre, dont on a parlé dans Soluble. Donc, vous pouvez remonter un peu les épisodes de ce podcast et avoir d'autres informations dessus. Et puis, toutes les informations qu'on a évoquées au long de l'émission, je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode parce que il faut être très pragmatique et concret face à ce sujet. Merci beaucoup d'être passé dans Soluble. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.